Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'opposition politique nigérienne va finalement occuper ses sièges au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI après avoir boudé cette institution 3 ans durant. Pour le constitutionnaliste Ahmed Boubacar Hassan, l'opposition politique est tout simplement inconséquente. On l'écoute. Je suis déçu de l'attitude de l'opposition pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé une certaine logique dans l'attitude justement de l'opposition politique. Elle n'a pas été du tout conséquente. Si elle savait qu'in fine, elle allait rejoindre la CENI, en tout cas prendre leur place au niveau de la CENI, au niveau du bureau des membres de la CENI, elle n'aurait pas dû faire la politique de la chaise vide pendant pratiquement 3 ans. Peut-être quelques mois après, quand ils avaient boudé la CENI et qu'ils constatent qu'ils n'ont pas les moyens de créer le rapport de force en leur faveur pour faire changer les choses telles qu'ils ont voulu, ils auraient dû en tout cas intégrer la CENI très tôt et pour que l'ensemble du processus électoral soit organisé avec la CENI. Aujourd'hui, je pense que c'est peine perdue puisque la CENI a pratiquement tout organisé sans l'opposition politique, en tout cas au niveau de la CENI nationale. La CENI a fait acheminer les matériels, la CENI a nommé les présidents des commissions décentralisées sans l'opposition politique. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que l'opposition politique peut faire en termes de remise en cause de tout ce que la CENI a eu à faire jusqu'ici sans eux. Donc je pense que c'est pour ça des voix se sont élevées en son temps pour leur dire que non, la politique de la chaise vide n'est pas la bonne solution. Il fallait peut-être intégrer pour faire changer beaucoup de choses de l'intérieur. On pourra mieux combattre un système en l'intégrant donc de l'intérieur que plutôt en restant à l'extérieur et à chaque fois de dénoncer, on n'a pas vu le fait. C'est la même chose pour la Cour constitutionnelle, en tout cas dont ils ont sorti le livre blanc pour dire qu'ils retirent leur confiance à la Cour constitutionnelle, mais ça n'a pas empêché à ce que cette Cour soit saisie à travers de multiples recours. On l'a vu même au-delà du fait même qu'ils savent pertinemment que c'est à la Cour constitutionnelle de valider les candidatures pour les élections présidentielles, pour les élections législatives éventuellement. C'est à cette même Cour qu'il revient la tâche de vider le contentieux électoral. Donc je pense que notre opposition n'a pas du tout été conséquente. Je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, je ne trouve pas de pertinence de logique dans ce qu'elle fait. La preuve, c'est qu'elle n'a pas un projet vraiment de société. Elle ne sait pas ce qu'elle veut de mon point de vue. Même si, bon, on estime que le peuple nigérien aspire profondément à une alternance et qu'il fallait que l'opposition reprenne sa place au sein de la CENI pour s'atteler à l'organisation du second tour des élections présidentielles. Et pour moi, l'essentiel a été fait sans eux. Je ne pense pas de quel pouvoir ils disposent aujourd'hui pour remettre en cause tout ce qui a été fait pour dire que non, telle chose, on n'est pas d'accord, il faut reprendre. Je pense qu'ils ne pourront absolument rien du tout faire pour le... Bon, mieux vaut tard que jamais, peut-être, mais je pense que je trouve que c'est totalement ridicule de mon point de vue si jusque-là l'opposition pouvait revenir sur la plainte de pied, comme on dit, pour donner le nom de ses représentants à la CENI. Elle aurait dû franchement le faire depuis longtemps si elle sait qu'elle n'a aucun pouvoir, comme je l'ai dit, de créer le rapport de force pour pouvoir faire revenir la majorité sur les décisions qu'ils ont prises. En lieu et place des alliances pour le second tour, la population assiste à une création de coalitions politiques entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane qui aura plus de soutien aux élections du 21 février prochain. Élément de réponse avec le politologue Dr Souley Agi dans cet extrait. Il y a des clivages internes au sein des partis politiques. Il y a peut-être les durs d'un côté, donc il y a les pros et les anti, donc il y a un certain nombre de clivages qui seulement percutent ces partis politiques-là, au point où on n'arrive pas à trouver un consensus sur la démarche à suivre, et que peut-être que aussi certains sont infiltrés par le parti du pouvoir, en tout cas parce que lui qui a le plus de moyens, donc quand on est infiltré, donc on n'est pas en mesure de pouvoir décider soi-même, on est toujours quelque part l'agent, n'est-ce pas, de quelques forces politiques occultes, cachées, qui manipulent, donc qui tirent le ficelle. Donc ça aussi c'est peut-être une stratégie qui montre bien que nonobstant et parfois le poids des présidents des partis, il y a autour d'eux un certain nombre de cadres qui parfois sont
il faut dire manipulés, en tout cas sous pression, ou en tout cas corrompus, pourquoi pas, et qui donc jouent le jeu donc, des candidats pour que les partis soient orientés vers donc, les candidats en question. Donc il y a tous ces jeux-là qui font que jusque-là, il n'y a pas eu une sorte d'unité du point de vue donc des partis politiques afin qu'ils ajustent leur violon et aillent ensemble vers un candidat précisément. Normalement, les 3 quarts, sinon les 4/5 des candidats ont quand même prôné l'alternance politique, y compris au sein de ces 9 à 10 partis politiques qui constituent l'ACC, donc Alliance des candidats pour le changement, même y compris ici, leur credo, c'est l'alternance politique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dans la continuité, normalement. Si on prend leur discours, ils sont des gens donc, ils sont pour une alternance politique, donc des régimes, pas seulement des candidats, des régimes, pour que donc, de nouvelles têtes, une nouvelle vision, une nouvelle gouvernance viennent au pouvoir. Donc il y a déjà une sorte d'indication donc, de ce pôle-là vers un candidat, donc en l'occurrence, Mme Ousmane, puisque c'est quand même le seul qui puisse éviter donc, la continuité. Il y a aussi d'autres forces qui ont déjà, il faut dire, condamné la posture non nationale, on va dire, d'origine, pour ainsi dire, donc du candidat donc, du parti présidentiel, et qui ceux-là, à moins de forcer leur parole, c'est-à-dire de se dédire, évidemment, ils ne peuvent pas venir encore dire devant leurs militants, leur base, qu'ils sont prêts à changer de bord. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas suivis. Donc le risque est pour eux de ne pas être suivis. Donc il y aura une sorte de divorce entre les états-majors des partis politiques qui ont déjà condamné la posture donc, non nationale du candidat du présidentiel et les bases qui, elles, ont déjà été socialisées, manipulées, en tout cas travaillées pour que leur parti politique s'oriente vers un changement radical. Donc ce sont ces tendances qui vont pouvoir décider, donc, notamment de qui sera le plus à mesure de pouvoir remporter le second tour. Au Niger, tout comme dans les pays du monde entier, le fake news est développé pendant les périodes électorales pour des raisons propagandistes pour beaucoup de politiciens. C'est pourquoi il est conseillé aux journalistes de bien vérifier toute information diffusée sur les réseaux sociaux avant sa diffusion. Le reportage est de Ismaël Mouni et Sadou Doumi. Informations volontairement trompeuses, les fake news sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux. Les fake news ont pour but d'obtenir des avantages financiers ou politiques. Beaucoup, c'est pour s'amuser, simplement, pour voir la réaction, pour voir à quel point les mensonges vont se répandre rapidement, de manière virale. Donc ça donne un sentiment de puissance à ceux aux petits malins qui s'amusent avec tout ça. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, la dispersion des fausses nouvelles. Ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour déstabiliser des adversaires, pour déstabiliser des élections, même comme on l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. On sait que les Russes ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations et finalement semer la pagaille dans la société américaine. Sans pour autant vérifier la véracité de l'info, certaines personnes s'empressent pour partager ces canulars qui engendrent beaucoup de préjudices. Les conséquences, ça peut aller jusqu'à la mort. On l'a vu avec WhatsApp, entre autres, en Inde, au Mexique, des gens qui se sont fait lyncher et qui ont été brûlés vivants parce qu'il y a des rumeurs qui se répandaient sur WhatsApp disant qu'il y avait des pédophiles qui kidnappaient des enfants pour les tuer, pour abuser d'eux. Et ça crée une espèce de folie, de peur. Finalement, il a suffi qu'on pointe des gens, des étrangers à un village pour que les gens disent « Voilà, ça doit être eux, c'est eux les pédophiles ». Et ça peut aller jusqu'à provoquer la mort de certaines personnes. Ça peut aussi provoquer des déstabilisations de pays comme aux États-Unis. Il faut jamais prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Il faut toujours vérifier la véracité de l'info avant de la partager, car c'est votre crédibilité qui est en jeu. Ils sont nombreux les jeunes enfants qui gagnent leur pain au niveau des différents carrefours du Niamey, bravant tous les risques auxquels ils sont exposés. Ces jeunes vendent généralement des mouchoirs, des déodorants et autres gadgets. Le reportage est de Nafissa Yahya et Chebou Guissou.
Alors que certains de leurs camarades sont dans les classes pour étudier, ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 15 ans sont sur presque tous les carrefours de la ville de Niamey pour exercer un métier. Je vends des mouchoirs. J'ai commencé ce commerce cette année. Des fois, nous gagnons un peu. J'ai été à l'école jusqu'en classe de CE1. Ça ne marchait pas et j'ai laissé pour exercer ce commerce. Pour Soumana, dont l'école est fermée pour des raisons d'insécurité, ce commerce lui permet de joindre les deux bouts. Je vends des mouchoirs et des bavettes. J'étais à l'école, mais maintenant, je ne fréquente plus à cause de l'insécurité dans mon village à Banibangou. Avec ce commerce, je gagne un peu pour envoyer à mes parents. Ces enfants ont enfin lancé un appel à l'endroit de leurs camarades à bannir le chômage. Cette saison froide est synonyme de l'abondance des fruits et légumes dans la plupart des différents marchés de la place. Parmi ces légumes figure la carotte très riche en vitamine A et qui est vivement recommandée dans l'alimentation de l'homme. Reportage Hamza Sakou. Très prisé pour les femmes qui s'en servent pour les différentes préparations, surtout en cette période où elle est en abondance sur les marchés. La carotte est un légume qui se produit ici dans notre pays. C'est pour cela qu'elle se vend à des prix abordables. La carotte nous vient de tous les coins du pays. C'est moins cher. Avant, c'était à 15 000 francs le sac, mais maintenant, c'est à 3 500 francs. Les femmes ne viennent pas chez nous, elles restent dans le marché. J'entends les gens dire que la carotte améliore la vision, on la transforme en huile et beaucoup de choses. Ralentissant le vieillissement et améliore la peau, la carotte est un légume qui présente de nombreuses qualités nutritionnelles. La première vertu de la carotte, c'est naturellement lié à sa coloration orangée. Sa coloration orangée, c'est fait que la carotte est extrêmement riche en vitamine A, ou source de vitamine A. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on parle souvent de vitamine A, on parle de carotène, on voit tout de suite la carotte. Donc la carotte est extrêmement riche en vitamine A et naturellement c'est tout bénéfique, notamment pour les enfants, quand on connaît le rôle de la vitamine A pour la croissance et le rôle de la vitamine A dans la prévention des maladies, notamment les maladies, les troubles visuels. Maintenant, en plus de la vitamine A, vous avez également les sels minéraux. Consommée très généralement crue, la carotte est un vrai légume allié du bien-être, tant pour les enfants que pour les adultes. Le rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique judiciaire qui porte cette semaine sur le bail à l'usage professionnel, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Le bail à usage professionnel. D'abord, en ce qui concerne le bail, il faudrait savoir que c'est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le bailleur décide de mettre à la disposition d'une seconde personne qu'on appelle le preneur ou généralement le locataire un immeuble, un bâtiment, moyennant le paiement d'un prix qu'on appelle loyer fixé d'un commun accord entre les parties. Alors le bail devient un bail à usage professionnel lorsqu'au moment de la signature du contrat, les parties ont convenu que l'immeuble servira à une activité commerciale, une activité artisanale, une activité industrielle ou de manière générale à une activité professionnelle. Lorsque vous prenez en location un endroit pour exercer une activité professionnelle, une activité commerciale, une activité industrielle, on dit que le bail est
est un bail à usage professionnel. Ce bail-là doit pouvoir se distinguer clairement du bail à usage d'habitation. Parce que le bail à usage d'habitation, vous prenez les lieux dans la perspective non pas d'exercer une activité professionnelle, mais plutôt d'y habiter ou de résider dans l'endroit. Il s'agit de deux bails qui ne sont pas soumis à un même régime juridique. Le bail à usage professionnel est régi par les dispositions de l'acte uniforme sur le droit commercial général, alors que le bail à usage d'habitation sont les dispositions du droit interne de notre État qui régissent et encadrent cette question. Alors, en ce qui concerne le bail à usage professionnel, il s'agit d'un bail qui peut être conclu soit oralement ou par écrit. Les parties ont l'option, soit ça peut être oral ou ça peut être par écrit, mais lorsque le bail est oral, la loi présume qu'il s'agit d'un bail à durée indéterminée, d'autant plus que le bail à usage professionnel peut être conclu soit pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque les parties prévoient dans le contrat une durée bien déterminée, on dit qu'il s'agit d'un bail à usage professionnel à durée déterminée. Lorsque les parties n'ont pas prévu de terme fixe, lorsqu'il n'y a aucune durée prévue dans le contrat, ou lorsque le contrat n'est pas écrit, on dit que c'est un contrat à durée indéterminée, un bail professionnel à durée indéterminée. Alors, lorsque le contrat est conclu entre les deux parties, entre le preneur et le bailleur, il s'ensuit que chacune des parties a un certain nombre d'obligations à respecter. Le bailleur, qui est le propriétaire de l'endroit, a un certain nombre d'obligations. Et la première obligation, c'est l'obligation de livrer les locaux en bon état. Les lieux en résumé, l'immeuble, le bâtiment, doivent être en bon état pour que le preneur puisse en faire usage. Vous ne pouvez pas livrer ou donner des bâtiments qui ne sont pas en bon état, où les fenêtres, la toiture, tout est dégradé. Et donc au moment de la signature du contrat, il faudrait que vous livrez les locaux en bon état. Et lorsqu'il s'agit d'un bail conclu oralement, on dit que c'est présumé, les lieux sont présumés en bon état, ou lorsque vous prenez l'endroit sans émettre des réserves, on dira que voilà, il y a une présomption de bon état qu'il a. C'est la première obligation qui incombe au bailleur. La deuxième obligation, c'est la réparation, c'est de procéder aux réparations. Dans le cadre de l'exécution de votre contrat, il se peut qu'il y ait des dégâts qui surviennent en cours de location. Ces dégâts, lorsqu'il s'agit de grosses réparations, ces dégâts sont toujours à la charge du bailleur. Généralement, les gens s'accordent à dire qu'il y a grosse réparation à partir du moment où la dépense, votre dépense excède 10% du montant du loyer. Lorsqu'il faille arranger par exemple les fenêtres ou une serrure, lorsque la somme que vous allez éjecter dépasse 10% du montant du loyer, on dit que c'est une grosse réparation, c'est automatiquement à la charge du propriétaire ou du bailleur. Et donc les grosses réparations qui sont nécessaires sont à la charge du bailleur. Le bailleur a également une troisième obligation qui consiste à vous garantir contre les troubles de jouissance. Contre les troubles de jouissance, lorsque on vous donne une maison à titre de bail à usage professionnel, il faudrait qu'il n'y ait pas de vices, des défauts qui sont cachés et qu'on ne vous a pas mis dans la position de découvrir au moment de la signature du contrat, parce qu'il y a des bailleurs qui sont des spécialistes aussi dans ces situations, où il y a d'autres personnes qui viennent troubler votre quiétude. Une tierce personne peut venir dire la maison qui vous a été donnée en location m'appartient. Ce n'est pas le propriétaire, il n'a pas le droit de vous donner ça en location. Donc il s'agit d'un certain nombre de trous que le bailleur doit garantir pour que le preneur puisse user des lieux comme il entend. En ce qui concerne le preneur, lui, le preneur, la première des obligations qui vient classiquement à l'esprit de tout le monde, c'est de payer le loyer. Mais il faudrait que le paiement du loyer puisse se faire à temps. Il faudrait qu'à la fin du mois, le preneur puisse payer le loyer à temps. Il ne faut pas attendre le 20, le 25, plus de 20 jours, 25 jours de retard.
ce n'est pas du tout respectueux de la légalité. À la fin du mois, il faut payer le loyer ou le temps, la période de paiement que vous avez fixée dans le contrat, il faudrait que vous puissiez respecter cela. Deuxième obligation pour les preneurs, c'est qu'ils doivent utiliser les lieux comme un bon père de famille. Un preneur, c'est vrai, le bâtiment ne lui appartient pas, il exerce une activité commerciale, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin de l'endroit. Et donc, on dit que le preneur a une obligation de bon usage des lieux et de manière générale, en bon père de famille. Vous devez agir comme si vous étiez un bon père de famille. De la manière un bon père de famille aurait dû agir lorsque vous êtes dans un lieu appartenant à une tierce personne, vous devez vous comporter de cette manière. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre local que vous allez laisser qu'il y ait des dégradations, ainsi de suite. Voilà, parce que vous estimez bon, l'un dans l'autre, c'est une location, je n'ai pas besoin de m'encombrer avec tous ces éléments. Et les petites réparations sont également à votre charge. Comme je l'ai dit, petites réparations, moins de 10%, vous n'avez pas besoin d'appeler le bailleur pour qu'il puisse venir effectuer ces réparations-là. Alors, lorsque toutes ces questions sont respectées, il se pourrait que le contrat que vous avez signé, si c'est à durée déterminée, ça peut arriver à terme. Prenons le cas par exemple d'une personne qui décide de prendre un endroit à location pour exercer une activité commerciale. Le contrat est signé pour une durée d'une année. Et qu'au fur et à mesure, son commerce commence à prospérer. Et malheureusement, une année arrive. Et qu'on demande à cette personne-là de quitter les lieux, vous voyez ce que ça fait en termes de préjudice et en termes de pertes pour cette personne-là. Donc c'est pour ça que la loi, en ce qui concerne les bails à usage professionnel, on dit que le preneur, celui qui est dans l'endroit, il a droit au renouvellement du bail. Lorsque le bail arrive à expiration, il a droit au renouvellement lorsqu'il remplit deux conditions. La première condition, il faudrait qu'il ait exploité les lieux pendant au moins 2 ans et conformément aux stipulations du contrat. Lorsque vous prenez un endroit en location, vous dites que vous voulez exercer par exemple une activité commerciale qui consiste à vendre des bassins, on vous donne les lieux, et que par après on constate que vous avez transformé ça en débit de boisson, ce n'est pas conforme à la stipulation du contrat. Et quand ces situations se posent, à la fin du contrat, il peut y avoir bien entendu une situation de refus de renouvellement de la part du propriétaire de l'endroit. Et donc, il faudrait qu'il y ait une exploitation des lieux pendant 2 mois et conformément à la stipulation du bail. Et si vous voulez bénéficier du renouvellement, vous devez suivre une procédure. Si vous signez un contrat de bail à usage professionnel pour une durée de 2 ans et que les 2 ans sont presque à terme, vous devez faire une demande de renouvellement de votre bail 3 mois avant l'expiration du délai de bail, que vous devez envoyer au preneur à travers un acte d'huissier ou tout autre acte qui permet de laisser une trace écrite. Il faudrait faire la demande de renouvellement 3 mois avant l'expiration du bail. Si vous ne le faites pas, vous êtes déchu. C'est votre propre faute. Vous n'avez pas fait la demande de renouvellement 3 mois avant. Vous êtes obligé de libérer les lieux. C'est pour cette raison qu'il faudrait que la personne fasse diligence lorsque tu as un contrat de bail professionnel à durée déterminée, 3 mois à l'avance ou peut-être 4 mois à l'avance, tu écris au propriétaire pour dire que nous avons signé un contrat pour telle durée et que j'aimerais qu'on me renouvelle le contrat. Et donc lorsque vous faites ce courrier, le propriétaire de l'endroit, lui également, il a un délai au plus grand tard, 1 mois avant la fin du contrat, il doit vous répondre. S'il ne répond pas, la loi suppose qu'il a accepté de manière automatique. Suppose qu'il y a renouvellement du contrat. Ça, c'est le premier aspect en ce qui concerne le contrat des bails à usage professionnel à durée déterminée. Lorsque c'est à durée indéterminée, cette fois-ci, si vous, en tant que preneur, vous décidez de quitter, bon, c'est certainement parce que votre activité commerciale ne marche pas, vous pouvez décider de partir. Mais le contrat peut être à durée indéterminée et que cette fois-ci, c'est le propriétaire de l'endroit qu'il veut que vous quittiez. Là également, la loi dit qu'il doit vous informer, il doit vous donner un congé 6 mois avant la date à laquelle vous voudrez que vous libériez les lieux. Il ne peut pas venir un jour et dire bon, je vous donne 1 mois, il faut libérer, ou je vous donne 2 mois, je vous donne 3 mois. En matière de bail à usage professionnel, le congé est de 6 mois avant la date à laquelle vous voudrez que la personne libère les lieux. Et même si vous le faites,
Le preneur qui est dans le lieu peut s'opposer. Il peut dire oui, j'ai reçu votre congé qui m'intime, voilà, de libérer les lieux d'enseignement, mais je m'oppose formellement à cette demande-là pour telle raison, telle raison. S'il y a une contradiction, c'est au juge maintenant de vous départager. Maintenant, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, vous avez droit au renouvellement. Si on vous refuse le renouvellement, on doit vous payer ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Si on vous fait sortir, malgré que vous avez droit, le propriétaire doit vous payer une indemnité d'éviction qui doit pouvoir correspondre au préjudice, au dommage que vous avez subi du fait qu'on vous ait fait sortir de la maison. Donc vous pouvez d'un commun accord avec le preneur, avec le propriétaire, déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qu'il doit vous verser. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous saisissez le juge pour que le juge puisse apprécier le préjudice. Vous avez droit, on vous a quand même fait sortir, vous avez subi un dommage, il faudrait quand même qu'il répare le dommage que vous avez subi. C'est ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction, mais il y a 2 situations ou 3 dans lesquelles l'indemnité d'éviction, même quand on vous fait sortir, on ne peut pas vous payer l'indemnité d'éviction. C'est lorsqu'on vous fait sortir pour des motifs graves. Les motifs graves consistent justement, par exemple, au fait que vous ne payez pas les loyers régulièrement. Une personne qui ne paye pas les loyers régulièrement ou qui ne paye pas les loyers, qui a des arriérés de loyers, vous ne pouvez pas prétendre au renouvellement de votre bail. Donc c'est naturel qu'on vous fasse sortir sans que vous n'ayez droit à l'indemnité d'éviction. Ou lorsqu'on parle de manière générale d'inexécution du contrat ou de mauvaise exécution du contrat, je l'ai rappelé tout à l'heure, on vous donne les lieux pour exercer par exemple une activité commerciale, vous prenez, vous transformez ça en un lieu de prostitution par exemple, il y a un problème d'exécution des clauses du contrat, on peut décider de vous faire partir sans que vous n'ayez droit à l'indemnité d'éviction. Ou lorsque le propriétaire veut démolir, veut casser l'endroit, pour reconstruire. En ce moment-là, il peut vous faire sortir sans indemnité d'éviction. Mais là également, s'il finit de reconstruire, vous avez un droit prioritaire pour revenir au cas où il voudrait mettre la maison en location. Voici quelques situations dans lesquelles l'indemnité d'éviction n'est pas due. Si vous voulez faire des travaux, comme je l'ai dit, vous avez l'obligation d'abord premièrement d'informer la personne qui se trouve dans le lieu et essayer de voir est-ce que ces travaux ne vont pas impacter avec l'activité. Il s'agit juste, ce n'est pas une démolition dans la perspective de reconstruire. C'est juste des travaux d'extension que vous voulez faire. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin que la personne quitte les lieux si les travaux peuvent se faire et qu'il pourra rester dans les lieux. Au cas où les travaux d'extension nécessitent obligatoirement que cette personne puisse libérer les lieux, en ce moment-là, la personne doit pouvoir libérer les lieux, mais à condition, lorsque vous finissez les travaux, cette personne doit pouvoir être réintégrée automatiquement dans les lieux d'un commun. D'accord, vous ne pouvez pas faire sortir la personne motif que vous avez des travaux à faire, vous finissez les travaux, vous mettez la maison à location, vous donnez ça encore à une tierce personne.